Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est la rétrospective de l'information qui démarre, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Eh bien, cette semaine, l'attente de l'entrée en compétition du Cameroun dans cette Coupe du Monde de Qatar 2022 qui a cours en ce moment s'est soldée par une désillusion. Le Cameroun a été battu par la Suisse 1-0. Et cette semaine également, le projet de loi de finances 2023 a été déposé sur la table des députés par le gouvernement. Il a été jugé recevable par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Bienvenue à la rétro. Notre invité est un expert ONU pour le développement industriel. Il est fiscaliste, par ailleurs fan de football. Jean-Marie Biada, bonjour. Monique, bonjour. Très content d'être ici pour commenter les faits saillants de l'actualité qui s'écoule. Bienvenue sur le plateau de la rétro. Content d'y être pour la énième fois, la troisième ou la quatrième fois. Je suis très content d'être là. Ok, alors comme tous les Camerounais, vous faites partie de ceux qui ont attendu la date du 24 novembre pour voir le Cameroun entrer dans Qatar 2022 face à la Suisse, présentée à tort comme l'équipe là plus prenable de cette compétition, ou du moins de cette poule. L'ironie du sort, les Lions ont été domptés par la Nati suisse, 1-0. Vous avez été de ceux qui ont été surpris par cette défaite? Personnellement, non. Parce que les gens ont rapidement fait montre d'amnésie. Ils n'ont pas vu que c'est la Suisse qui a éliminé la France à l'Euro 2022. La France menée par 3-1. À 9 minutes de la fin, la 81e minute du jeu, la Suisse a égalisé et revenue à hauteur de la France, a refait son retard de 2 buts. Et on est allé au tir au but et la France l'a emporté. Le jeune Kylian Mbappé a raté, a manqué son pénalty et la Nati l'a emporté. Les gens l'ont carrément oublié. La France est encore à date champion du monde en titre. La France a remporté la 21e édition de la Coupe du Monde qui s'est tenue en Russie il y a 4 ans, en 2018. Donc, celui qui détient encore le trophée jusqu'à ce qu'on ne lance les hostilités tout récemment, c'était la France. La Nati l'a battu à l'Euro et les gens n'ont pas pris ça en considération. On a considéré que la Suisse, c'est uniquement du chocolat, le chocolat Lindt sans publicité. La Suisse, c'est uniquement l'argent que les gens prennent de gauche à droite pour aller garder là-bas. Voilà. Donc on n'a pas vu la Suisse comme un pays où on avait même des Camerounais qui jouaient là-bas, Monica. On va y revenir, le Cabrel Mbolo. Mais sauf que cette Coupe du Monde nous a montré que les outsiders, les équipes qui sont désignées comme des outsiders, sont en train de faire des merveilles. 2 jours avant cette défaite des Lions, on a vu l'Argentine de Lionel Messi, qui n'a pas été le Messi pour ce cas, de Diego Maradona, tomber devant l'Arabie Saoudite. On a vu le Japon crucifier la grande Allemagne. La grande Mannschaft. La grande Mannschaft. Donc on se serait aussi attendu que les Lions indomptables gagnent à la Suisse. Non, quand on fait Suisse et Cameroun, le Cameroun, pour prendre même le cas du Japon, le Cameroun c'est sa 8e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Donc, alors que sur le Japon, c'est la 7e fois. Donc c'est pour dire que non, le grand, s'il faut parler du grand, si le grand c'était le Cameroun, disons que nous sommes partis là-bas, là c'est un peu le formateur qui va parler. Nous en entrepreneuriat, nous avons souvent des modules de formation sur le développement personnel du chef d'entreprise. Donc on lui apprend comment former les objectifs. Il y a tout un art derrière cela. Les objectifs doivent être smart, soit malins, soit valides. Or, quand vous avez donc des objectifs qui ne sont ni smart, ni malins, ni valides... Dans le cas d'espèce, on est dans quel type d'objectif? Ici, on est rentré dans des objectifs totalement
déraisonner. C'est-à-dire quoi? Pour le cas du Cameroun, nous sommes en 1990. En 82, nous sommes partis, nous sommes rentrés au premier tour. En 86, nous avons été battus en Zambie. Et ça ne nous a pas permis d'aller au Mexique, là où Maradona a fait des merveilles en 1986. Et en 90, nous sommes partis. Et arrivé là-bas, il y a un monsieur qui avait j'ai eu la chance d'être au stade en 1987. Et puis, je crois, le 2 janvier 1988, au stade de la réunification, il s'appelle Roger Albert Mila. Il avait déjà joué son jubilé, donc ce n'était plus un joueur actif, ce n'était plus un officier d'actif. Il vient de recevoir un titre à la FIFA pour avoir été le footballeur le plus vieux à scorer en Coupe du Monde. Exactement. Là, nous sommes en 1994. Face à l'URSS qui nous avait pratiquement laminé avec un seul joueur à lui, tout seul qui est devenu le meilleur buteur de la compétition, et Salenko, ayant marqué pratiquement 5 buts devant les Camerounais. Alors, je reste en 1990. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons surfé sur le génie d'un homme. Parce que regardez, même en 90, tant que Milan n'avait pas marqué en dehors du match d'ouverture, et le match d'ouverture, on l'a mis pratiquement à quelques encablures de la fin, simplement pour le pénaliser. Mais après ça, tant qu'il n'avait pas marqué, le Cameroun ne gagnait pas. Face à la Roumanie, il a marqué et nous avons gagné. Face à la Colombie, il a marqué et nous avons gagné. Face à la Grande-Bretagne, il a fait 2 passes de but, il n'a pas marqué. Il y a eu un pénalty, Koundé a été le premier joueur africain à scorer en quart de finale, c'est Koundé. C'est encore camerounais ça. Et puis, une passe de but pratiquement sur un plateau en or, et puis une petite pioche de la part de Eugène Ekeke. Mais comme lui-même n'avait pas gagné, on est sorti de là. Alors, je veux faire une analyse en me plongeant à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est donc passé, Monique? Depuis 90, nous ne sommes plus jamais allés au deuxième tour. Nous ne sommes plus jamais allés au deuxième tour. Ça fait 32 ans, exactement. C'était une journée difficile. Cette journée du 24 novembre, avec le concours de Junior Rossin et d'Henri Tchinda, nous vous proposons le film de cette journée et les réactions des supporters des Lions indomptables du Cameroun qui se sont déportés et déployés au Qatar. Reportage. Avant le début du match, les rues de Douala et les fan zones sont dans l'euphorie d'une victoire. L'espoir est au rendez-vous et le pronostic est donné. 3-1, 3-1. En faveur du Cameroun, 3-1. Moi, il dit 1-2-0 en faveur du Cameroun. On reste serein. Les Lions vont gagner. Période de jeu, le but suisse marqué par Mbolo à la 48e minute vient briser cet espoir et c'est la désillusion. Deuxième mi-temps, nous sommes en train de suivre à la faveur de la Suisse parce qu'ils sont en train de nous dominer en tout plan. Les gars, ils ont eu une minute d'inattention et je pense que ça paye immédiatement. Coup de sifflet final. La tristesse se lit sur les visages. Le Cameroun perd 1-0 face à la Suisse, ce qui n'enlève rien à la beauté du jeu camerounais perçu par de nombreux supporters. Nous sommes satisfaits des Lions indomptables. Nous pensons que ce match, ils ont démontré que le Lion reste le Lion. À l'heure à la Serbie et au Brésil. Il faut avoir un sentiment de satisfaction par rapport à la qualité du jeu qui a été produit. Je suis que tous les Camerounais sont un peu surpris quand même que dans tous les compartiments de jeu, on a pu quand même fournir quelque chose. Ce match, très attendu au Cameroun, n'a pourtant pas été suivi par tous les citoyens. Ceux qui sont appelés à sélectionner, me permettre de m'asseoir pour regarder le match au foot. En attendant les matchs du 28 novembre et du 2 décembre 2022 face respectivement à la Serbie et au Brésil, les commentaires se poursuivent sur les réseaux sociaux entre encouragement et regret. Un peu déçu, parce que je pense qu'on aurait dû gagner. Toutes les chances étaient là à la première mi-temps. Choupo n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le ballon est rond, ça fait mal, mais on se dit que ça va aller pour les prochains matchs. Et on espère qu'ils ont retenu les leçons. On a peut-être perdu le match aujourd'hui, mais une page est en train de s'ouvrir. Je pense que le travail était sérieux. Les Lions étaient sérieux. Je pense qu'une nouvelle génération arrive. Une nouvelle façon d'encadrer les Lions arrive. Et ça fait la fierté de Camerounais. Nous sommes heureux d'être là. Les Camerounais sont heureux d'être là. Et pour le prochain match? Le prochain match contre la Serbie, je pense que le Lion a commencé à sortir ses griffes et je pense qu'on va mordre. On va mordre. Ils doivent savoir pourquoi ils sont venus aujourd'hui. On avait l'impression que c'était un match d'entraînement. Nous sommes venus pour gagner. On doit ramener cette coupe à la maison.
ils ont peut-être oublié ça. On doit ramener la coupe à la maison. Je pense sincèrement, j'en parlais avec un ami, que le 4-3-3, je ne pense pas que ça devrait être ça, parce que je pense que nous devons avoir plus de présence au milieu de terrain. Et à 3, ça se voit que souvent, nous n'en avons pas assez. On devrait mettre plus de présence au milieu de terrain et ressortir en contre-attaque. Parce que déjà, à l'entame de jeu, on a vu comment ceux-ci ont joué et on espère qu'avec la Sébi, nous serons dans le match. C'est aussi ça, les débuts sont difficiles, mais ça va aller, Inch'Allah. Impossible n'est pas camerounais. La prochaine fois, on va gagner. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Quand on pense qu'on est en danger, c'est là où... On n'est pas en danger. On ne pleure pas. Voilà, c'est interdit de pleurer. Ciao, bisous. Bisous au Cameroun, bisous à Sénégal, bisous ma copine sport. Je vous aime bien. Bye bye. Retour sur ce plateau avec vous, Jean-Marie Biada. Le but marqué qui a assommé les Camerounais a été porté dans les filets par un compatriote naturalisé suisse, Brel Embolo. Sportivement, comment est-ce que vous avez accusé ce coup-là? Disons, je me suis dit, c'est un professionnel qui est en face, parce que quand on parle de Brel Embolo, c'est parce que c'est dans le foot. Si le Cameroun avait rencontré la France, Madame Monica, retenez que Mbappé aurait pu marquer. Mbappé est en partie camerounais. Mettons Mbappé de côté. Tchouaméni, ça sonne très bien, c'est le chez nous. Tchouaméni qui est actuellement en train de jouer face au Danemark aurait pu marquer. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Si on devait jouer face à la Mannschaft, si les Camerounais n'avaient pas fait un effort d'aller chercher Joël Matip, d'aller chercher Choupo-Moting, ces gens auraient joué également pour la National Mannschaft, encore qu'ils avaient déjà joué au niveau inférieur. Ils avaient déjà joué là-bas. Donc ils auraient pu jouer également pour ces équipes-là. Alors, quand je regarde de près, je prends ça beaucoup plus professionnellement, parce que je suis un fils de soldat. Est-ce que vous savez que le général Haïdid, il est de la Somalie, pendant qu'il tenait tête aux Américains, madame, dans l'un des bataillons en face américains qui lui tirait dessus, il y avait son fils. Donc, à un moment, regardons de très près. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Donc, autrement dit, n'accablons pas aussi trop le pays. Le pays ne peut pas tout faire. Je prends un exemple. Si on prend les Tchouaméni, les Mbappé, les Youssoufa, tout ce beau monde-là, on ramène ici, on va se retrouver avec une équipe nationale de football de, je sais pas, 40 ou bien 50 personnes. Voire même 100. Pourtant, on a besoin juste de 26. On a besoin de 11. Non, 11 sur l'air de jeu. Parce que ce n'est pas des gens également qui évoluent à des niveaux assez élevés comme ceux-là, qui accepteraient de venir chauffer les bancs de touche ici. Ils n'accepteront pas ça. À la suite justement de ce but de Brel Embolo, son Bahanak a fait remarquer que ce Camerouno-Suisse n'a pas célébré son but comme d'habitude, puisqu'il aurait pu faire partir des lions indomptables du Cameroun. Que cacherait cette attitude de l'entraîneur camerounais? Bon, une analyse, hein? Tout à fait. Brel n'a pas... Personne n'est allé lui demander de ne pas célébrer son but. Ça veut dire quoi? Il est resté camerounais à mon sens. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Brel qui a carrément mis les mains sur la tête comme s'il avait commis un crime? Enfin, ça montre également combien la nation est au-dessus de tout. Hein. Vous voyez, là-bas, il y est parce que c'est un professionnel, pas un mercenaire. Il gagne de l'argent en jouant. Mais quand on est arrivé même au stade, je suis convaincu qu'il a pensé qu'il était toujours camerounais. Parce que en Coupe du Monde, regardez tous ceux qui ont même l'habitude de marquer 3, 4, 10 buts. Quand vous marquez, on a vu Lewandowski tout à l'heure marquer un but. Alors que c'est un monsieur qui fait 45 buts dans le championnat allemand avant qu'il aille en Angleterre ou en Italie. Il y a une grosse bouffée d'adrénaline qui vous envahit. Mais il a marqué et il n'a pas célébré son but. Ça veut dire quoi? Considérons qu'il a une nationalité sportive qui est helvétique, mais sa nationalité véritable, c'est la nationalité camerounaise. Vous voyez la preuve. Il ne parvient pas à célébrer. Lui-même a comme l'impression qu'il a commis un impair. Mais personnellement, je vais dire quelque chose. Monsieur Mbolo a marqué à la 48e minute, madame. Ça veut dire quoi? La reprise de jeu n'avait cours que depuis 3 minutes. Donc il nous restait encore une bonne quarantaine de minutes. Nous n'avons pas marqué. Pour faire la différence. Pour faire la différence, tout à fait. Et il s'est passé, je crois que si j'ai un message à passer, c'est qu'on puisse rassembler énormément autour des lions indomptables actuellement. Parce qu'on n'a pratiquement jamais vu ça. Aller au mondial, sur la base des discussions, on va aller au mondial, il y a des gens qui vont même en prison. On n'a jamais vu ça ici. C'est la 8e fois que nous allons au mondial, ce n'est pas la première fois.
Donc, regardons un peu ce qui a souvent bien marché et mettons ça en avant. Quel est ce mondial où nous partons, on va découvrir Roger Mila sur le stade. Je ne l'ai pas entendu parler depuis le début. Nous l'avons découvert hier. C'est la FIFA qui l'a amené, alors que c'est le Cameroun qui devait l'amener et le présenter comme tel. Mais c'est la FIFA qui l'a présenté. Du siècle dernier. Meilleur joueur du siècle dernier, meilleur buteur, le plus âgé dans une phase finale de la Coupe du Monde. Nous sommes en 1994. USA 94, c'était face à la Russie qui nous avait laminé par 5 buts à 1. Je crois 6, il n'y a que 6 buts. Salenko avait marqué, je crois, 5 à lui tout seul. Et c'est Roger Mila qui a sauvé l'honneur en marquant un but à l'âge de 42 ans. Vous donnez raison à ceux qui pensent que nos héros sont traités comme des héros chez nous, héros ailleurs, pas suffisamment adulés chez nous. Là, Ou nul n'est prophète chez soi. Ce n'est plus simplement au Cameroun, c'est partout en Afrique, madame. C'est-à-dire, nous ne parvenons pas à donner un horizon prometteur à tous les anciens. L'avenir de tous les anciens chez nous, c'est la rue. Tant que c'est ça, on va toujours se retrouver avec des gens qui vont faire 20, 30, 40, 50, 60 ans au pouvoir. Donnons un peu de l'espace, donnons un peu de l'auréole, de l'avenir, donnons un peu des fleurs, en leur présentant, en disant, si vous partez du pouvoir, voilà ce qui vous attend. Vous prenez un pays comme la France. Moi, je suis socialiste, notamment jospiniste. Un ancien Premier ministre en France peut tirer sur le budget autant qu'il veut. Pour sa santé, pour l'éducation de ses enfants. C'est pour ça que tu vas rarement voir les anciens premiers ministres courir en France pour revenir chercher à devenir chef d'État. Pas du tout. Parce qu'il y a déjà un avenir qui leur est réservé. Un ancien président en France peut dépenser, j'ai calculé, ça fait près de 4 milliards de francs CFA par an en France sans que personne n'ait à chipoter. Vous allez voir l'ancien président Sarkozy, on va l'emmerder comme ça se passe, on va lui mettre le bracelet électronique, on va même tripler, mais on ne va jamais l'envoyer en prison. Donc, c'est des gens qui estiment que ceux qui ont servi le pays jusqu'à un certain niveau, ce que vous avez appelé des héros à un moment, on leur doit quelque chose. Et pour cela, ce n'est pas simplement de la rue. C'est-à-dire quoi, vous descendez dans la rue, il y a plus rien devant vous. On revient sur le cas Brel Mbolo. Vous êtes de ceux qui pensent que cela vient actualiser le problème du Cameroun avec sa diaspora. Pourquoi la double nationalité fait-elle problème au Cameroun? C'est vrai que les lois l'ont validé. Non, les lois ne l'ont pas validé. Le code de nationalité de 1968, si vous prenez une nationalité étrangère à celle du Cameroun, de facto, vous perdez. C'est ce que je suis en train d'expliquer, que la double nationalité n'est pas permise au Cameroun. Tout à fait. Regarde nos lois. Tout à fait. Elle n'est pas permise. Bon, disons, là, nous sommes en 68. Monica, et 1968, beaucoup de nos textes ont été pris pendant ces périodes-là pour sécuriser le pouvoir politique qui était en place, pour sécuriser l'ordre gouvernant qui était en place. Regardez même les ordonnances sur le foncier et le domanial. Ça date de 1974. Donc, beaucoup de ces textes-là voulaient sécuriser l'ordre gouvernant. Et depuis lors, on ne les a pas touchés, on ne les a pas aménagés. C'est pour ça que si on applique ces lois-là, vraiment, les résultats vont être ceux que nous observons. La double nationalité, dans certains domaines, a beaucoup d'avantages, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes une PME, chiffre d'affaires 3 milliards, vous cessez d'être PME. Mais 3 milliards, c'est rien du tout. Si on divise par 650, là, ça ne représente plus grand-chose, soit en dollars, soit en euros. Donc, si vous voulez aller chercher des capitaines industriels internationaux ou alors des dispensateurs de fonds à l'international pour vous aider à faire que vous passiez de votre statut de PME à grande entreprise, il va falloir un moment qu'on puisse nous autoriser ce qu'on peut appeler des nationalités de service. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, le Brel et Mbolo sont des Camerounais, pur jus 100%. Ils ont seulement pris une nationalité sportive. Comme un de nos frères, il s'appelle Len Samuel. Len Samuel est né ici à Douala. Il a joué dans l'Union sportive de Douala jusqu'en 2016 et il allait en aventure à l'international. Il est revenu depuis 2022. Je ne sais pas si je le trahis en disant ça. Il a une nationalité sportive, celle de la RCA, qui est tout autour de nous. Alors, donc, considérons cela également. Lorsqu'on sort du domaine sportif, on va par exemple sur le domaine professionnel. Mettons sur pied une nationalité professionnelle qui est telle que lorsque nous l'avons adoptée, nous ne perdons pas notre nationalité d'origine. Jean-Marie Biada, pensez-vous que le cas Mbolo, le cas Kylian Mbappé, bien d'autres ingénieurs camerounais pur sang, qui sont brillants dans la plupart des États au monde, réveilleront enfin les vieux démons qui ont peur, ils ont une peur bleue de la double nationalité?
J'ai bien dit, la double nationalité interdite ici est l'œuvre d'une loi de juin 1968. Donc, qui a intérêt à ce que cette loi ne soit pas amendée, puisque c'est pas aujourd'hui qu'on parle du problème de la double nationalité au Cameroun. On se souvient d'ailleurs qu'il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement a organisé un forum de la diaspora au cours duquel le problème a été posé sur la table, mais on n'a pas beaucoup avancé sur la question. Le chef de l'État est même parti à l'étranger promettre. Là, ça fait à peu près 5 ans. Il avait dit qu'il avait regardé ce problème de près de la double nationalité. Moi, je propose plutôt qu'on mette sur pied une nationalité professionnelle qui se superpose donc à la nationalité d'origine. Ce qui fait donc que Sam Bende, vous allez dire qu'il est belge. Non, ça sera sa nationalité professionnelle. Richard Bouna, vous direz qu'il est cubain, ça sera sa nationalité, ses nationalités professionnelles. Il est cubain, il est ghanéen, il est américain. Généralement, Madame Naoussi, on pense souvent à ces nationalités pour des besoins professionnels. Tu prends le cas par exemple d'un artiste, on l'a déjà programmé. Ce n'est pas comme chez nous ici où nous faisons des concerts où les gens chantent toute une nuit. Non, les concerts c'est 3 heures de temps, 4 heures de temps, 2 heures de temps, c'est ça le concert, puisque c'est la détente. On ne peut pas se détendre toute une nuit, le lendemain qu'est-ce qu'on va faire? Donc si nous rentrons dans cette logique-là, des gens qui veulent économiser le temps, on pourra donc adopter une loi qui va prévoir et encadrer des nationalités professionnelles, c'est-à-dire que quelqu'un peut être camerounais d'origine et avoir une nationalité professionnelle cubaine parce qu'il est chanteur, cubaine parce qu'il est ingénieur de studio, américaine parce qu'il est enseignant de musique, française parce qu'il est spécialiste du solfège, il enseigne la musique, mais toutes ces nationalités mises bout à bout ne pourront pas lui faire perdre la nationalité d'origine. Ce qui fait donc qu'il pourra facilement capter des investissements à l'étranger et nous les apporter ici. Il pourra même délocaliser, et là vous m'avez présenté comme fiscaliste, oui, il pourra délocaliser par exemple son siège fiscal. C'est-à-dire qu'il travaille peut-être en Belgique où on a fiscalisé un certain nombre de niveaux de revenus. Je prends un exemple, on dit que bon, votre niveau de revenu à l'année est de maximum 3 millions. Au-delà de 3 millions, vous payez 100% d'impôt sur la fortune. Il peut délocaliser et il devient donc quelqu'un qui a un agent économique qui a son siège fiscal ici au Cameroun. Et comme on évite partout dans le monde le principe de la double imposition, il paiera donc ses impôts ici au Cameroun et ça sera un gain pour le Cameroun en termes par exemple de devises qu'il va apporter ici au pays et puis des horizons qui vont s'ouvrir pour beaucoup d'opérateurs ici parce que les opérateurs chez nous, Monica, ne parviennent pas à être compétitifs. Pourquoi? Parce que nos PME restent encore à l'état artisanal. Si on veut avoir des lignes de production industrielle, il faut un peu plus de monnaie, un peu plus d'argent que nous n'avons pas. Si on veut avoir même ces lignes à travers certains instruments, ça peut être la facturage, ça peut être le financement du crédit à l'exportation, nous n'avons pas tout cela. Ça peut être le leaseback, ça peut être le leasing. Nous n'avons pas tout cela. Les étrangers maintenant qui ont beaucoup de moyens, qui ont déjà un exercice assez assumé de tous ces instruments, pourront facilement venir ici nous apporter ça. Parce que quoi, on a adopté j'insiste, des nationalités professionnelles qui se superposent à la nationalité d'origine qu'on ne perd pas. Parce qu'on a adopté une nationalité étrangère. Ça urge donc, quand on présente le Cameroun comme l'un des États qui a l'une des meilleures diasporas au monde. Non, dans tous les domaines, Monica, nous sommes les meilleurs ingénieurs, c'est les Camerounais. Vous allez en Allemagne, les grands ingénieurs, c'est les Camerounais. Quand vous êtes sorti de l'Allemagne, vous venez en France, les plus grands là-bas, c'est les Camerounais. Aux États-Unis, c'est les Camerounais. Au Japon. Les médecins, les ingénieurs, les sportifs en général. Non, les artistes. Également. Parce que quand vous êtes très bon dans votre domaine, de mon point de vue, vous devenez un artiste. Parce qu'un artiste, là, est un anti-destin, selon Gide. Donc là, étant un anti-destin, fait que vous n'êtes plus simplement ingénieur, mais vous êtes un artiste. Vous n'êtes plus simplement plasticien, vous êtes véritablement un artiste. Donc pour moi, il faudrait que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Et ça donnerait la possibilité donc de faire en sorte que beaucoup de joint ventures que nous avons envisagées ici, Monica, ont volé en éclats. Parce qu'en fait, c'était des étrangers qui partaient et venaient ici au Cameroun, ne connaissant donc pas notre habitude. Je vous prends un exemple, et ça, c'est mon cas. Je suis expert certifié Management System, expert formateur en entrepreneuriat certifié Management System International. Chez eux, ils avaient sorti à peu près 9 critères pour qualifier un entrepreneur performant qui a réussi sur la durée. Arrivé ici au Cameroun, c'est nous qui avons été obligés de tropicaliser. Parce que pour eux, ils estimaient que quand quelqu'un a dit oui, je vais le faire, ça allait de soi. Or, dans notre environnement, ce n'est pas vrai. Nous avons été obligés d'indiquer dans ces comportements, dans ce que nous avons appelé le 10e comportement, le respect des engagements souscrits
le respect des engagements souscrits. Le Camerounais ordinaire estime, quand il dit oui, lorsqu'il n'y a pas encore d'argent, mais considérer que rien n'a encore été dit. Il faut voir son visage, son vrai comportement lorsque l'argent est arrivé. C'est là où tu vas voir la longueur des couteaux qu'il avait sur lui, les arbalètes, les pioches, ou alors nous sommes à l'aide de l'empoisonnement gratuit, l'épaisseur de la boule qu'il avait sur lui. Donc autrement dit, je conclue là-dessus, si on admet ces nationalité professionnelle, je suis convaincu que plein de Camerounais vont dériver ici, vont débarquer ici avec, bien entendu, avec des investisseurs qui pourront facilement nous aider à travailler. Au moins pour 2 raisons, je conclue là-dessus. C'est-à-dire quoi? L'Allemand qui part d'ici pour travailler avec le Camerounais, lui, il ne connaît pas, il ne fait pas la différence entre le Camerounais de l'Ouest, le Camerounais du Nord-Ouest, le Camerounais du Sud-Ouest ou le Camerounais du grand pays Bassa. Alors que le Camerounais qui est allé en France, qui est allé aux États-Unis, qui a grandi ici, connaît déjà notre comportement. Donc quand il vient ici, travailler avec nous, il sait très bien ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il devrait faire. Donc ça va aller. La sociologie de l'environnement. Il connaît l'environnement, ça va aller. La maîtrise de cette socioculture camerounaise, domestique, fait donc que ce Camerounais qui est venu avec des financements, avec vous, mis ensemble, ça va aller très vite. Alors qu'un étranger qui arrive maintenant, il est obligé d'avoir toujours un interprète. Et vous savez très bien, l'interprète et parfois le traître. Ça coûte cher également. Alors, pensez-vous qu'un ministère en charge de la diaspora mis sur pied, comme c'est le cas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, permettrait à mettre un terme à ce qui semble être de l'ostracisme face aux binationaux? Le ministère, à lui tout seul, ne va pas tout faire. Parce que le ministère chargé de la diaspora, par exemple, ce n'est pas lui qui va délivrer les visas. Ce n'est pas lui qui va délivrer les passeports. Quand c'est les passeports diplomatiques, moi je vais au ministère des Relations extérieures, le MINREX. Quand c'est le passeport ordinaire, je vais au niveau de la Délégation générale de la Sûreté. Donc ces titres identitaires n'étant pas imprimés par le ministère de la diaspora, même s'il est en place, ça peut encore poser des problèmes. J'en parle et vous me donnez l'occasion de saluer le ministre des Relations extérieures, Bélan, parce que nous avons eu à faire venir un courant d'opérateurs étrangers ici. Et ce jour-là, parce que eux, depuis la Tchèque, ils demandent le visa d'entrée depuis notre représentation diplomatique qui est à Berne, qui est à Bonn en Allemagne. Donc ils sont arrivés, ayant été, enfin l'information a été portée à notre attention, nous avons vu le ministre, il a agi sur le champ. Donc c'est l'occasion d'inviter également certains de nos responsables en position de pouvoir et de décision, de ne pas pouvoir entraîner, parce que ces gens qui veulent venir ici, investir, ils ont déjà pris, peut-être qu'ils ont déjà un emploi. Donc quand ils viennent ici, ils ont pris un congé peut-être de 1 mois, ou de 3, 4, 5 semaines. Donc 1 ou 2 jours perdus, simplement parce qu'il faut signer un document pour eux, c'est de nature dissuasive, tel qu'ils ne pourront plus revenir avec ces partenaires qu'ils ont pris. Jean-Marie Biada, c'est nous qui perdons. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le problème de la double nationalité reste davantage théorique, qu'il y aurait des personnalités haut placées qui ont une double nationalité, des footballeurs qu'on ne peut pas citer, et sur les réseaux sociaux on a vu un footballeur avec un passeport Bordeaux, on ne va pas également citer. Pensez-vous que ce soit une règle qui s'applique à tous et non pas à tête chercheuse? Disons que ces gens sont en position de pouvoir et de décision, c'est-à-dire ils sont juges et partis. Donc même s'il fallait contrôler, c'est toujours eux qui allaient contrôler. On a vu ça ici, chez nous, au pays, où le chef de l'État a eu à nommer un secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, mais en même temps, on l'a nommé ministre délégué, ministre d'État en charge du secrétariat général de la présidence. Oui. Donc, quand lui voulait faire ce dossier, il n'y avait aucun souci. Il envoie le dossier à sa hiérarchie, qui est dans le ministre, en tant que secrétaire d'État. Et il prend sa voiture, il va à la présidence, il appelle maintenant en disant « Présidence de la République, on a besoin ». Donc, il était en même temps, c'était une sorte de boucle fermée sur votre hiérarchie directe. Ouais. Donc, vous êtes son subordonné dans un cas de figure, et mais dans le deuxième cas de figure, vous êtes son patron. Donc, c'est un peu cela. C'est-à-dire quoi, même si on a envoyé des gens recenser, ces gens qui ont le passeport étranger, et lorsque vous l'aurez fait, vous serez simplement de simples huissiers parce que vous ne pouvez pas décider. Vous devez donc transmettre à ceux qui ont la possibilité de mettre en œuvre le mouvement, qui ont la possibilité de mettre en action donc l'action publique
pour pouvoir punir. Or, ça sera donc quoi? C'est-à-dire, ça sera dans ce secrétaire d'État qui a posé un problème. Et puis, lorsque vous en verrez maintenant, ça sera dans ce ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui sera chargé de décider contre lui-même. Et nous n'avons pas encore eu la possibilité de vivre ce qu'on appelle au Japon le harakiri. C'est-à-dire un monsieur qui fait venir toute sa famille dans un stade, tout le monde l'acclame, et il prend un couteau, il plante dans son cœur pour mourir, et on l'appelle un héros. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade. Et je conclus, Monica, dans le cadre de ce que vous indiquiez tout à l'heure, on a eu à aller voir un monsieur assez réputé dans une ambassade étrangère voter. Et là, je suis très déçu. Parce que dans ce pays même-là, il y a eu 3 millions d'abstentions, Monica. 3 millions d'abstentions. Ça veut dire que, qu'est-ce qui peut donc pousser ce Camerounais normal, ayant déjà appris que dans le pays pour lequel il a une nationalité contestée du point de vue de la loi ici, il passe en sous-main pour aller voter devant les caméras. Et lorsqu'on lui a tendu le micro, il s'est exclamé en disant « Mais c'est seulement moi que vous avez vu ici, et ça a fait rire tout le monde. » Mais en réalité, ça ne devrait pas faire rire. Ça ne devrait pas faire rire. Ça reste une affaire à tirer un peu par les cheveux, comme disent certains. Alors, que répondez-vous à ceux qui affirment que la double nationalité reste essentiellement une affaire privée, une affaire de famille, puisque les binationaux, qui ne sont pas forcément au Cameroun, entretiennent de bonnes relations avec les frères et les sœurs qui sont restés au pays, contribuent même à améliorer leurs conditions de vie? Je vais encore le redire, Monica, il y a des nationalités professionnelles, des nationalités d'emprunt, des nationalités sportives. Vous imaginez quelqu'un qui est né ici à Nubel, qui a grandi et qui aujourd'hui vous dites qu'il est centrafricain parce qu'il joue à l'équipe nationale de Centrafrique. Quand leur équipe, est-ce que l'équipe de Centrafrique peut venir jouer ici au Cameroun? Prenons l'exemple, un stage bloqué d'1 mois et il ne passe pas à la maison. Il passera toujours à la maison. Regardez le jeune Brel qui est parti d'ici très jeune. Il a marqué le but et il n'a pas pu exulter. Et avant même de partir, il est venu demander la bénédiction des dignitaires traditionnels pour aller à cette Coupe du Monde. Les vidéos ont circulé, nous avons vu. Ça veut dire qu'il est d'ici. Il ne l'a jamais renié. Il est d'ici et c'est la raison pour laquelle j'en viens encore à dire que non, il va falloir que la modification de la loi de 1968 aille dans le sens de créer et autoriser l'adoption des nationalités professionnelles qui n'ont aucun effet sur la nationalité. Le temps est à l'ouverture. Tout à fait, il faut le faire, il faut vraiment procéder à cette ouverture-là pour que nous puissions bénéficier des avantages de cette mondialisation et bien entendu de la globalisation. Nous restons sur le Camerouno-Suisse Brel Embolo, à la suite du but qui a crucifié les lions indomptables du Cameroun. Les supporters de Yaoundé n'ont pas digéré cela et une bande de jeunes s'est aussitôt dirigée au domicile familial de ce footballeur, voulant mettre le feu sur cette maison en guise de punition. Fort heureusement, la police est intervenue dans des brefs délais pour limiter le pire. Reportage. Panique générale ici au quartier Dakar à Yaoundé, quelques minutes après le coup de sifflet final du match Suisse-Cameroun. Ce camp où a grandi Brel Embolo, buteur contre son pays natal ce jeudi, a échappé de justesse à un incendie criminel orchestré par une bande de mécontents. L'un des cousins d'Embolo que voici raconte. Au coup de sifflet final de la rencontre entre le Cameroun et la Suisse, il y a des individus non identifiés qui se sont présentés aux alentours de la maison en menaçant qu'ils devaient brûler le camp parce qu'Embolo a trahi la nation. Mais c'était sans compter sur la résistance des garçons du quartier et surtout la promptitude des forces de maintien de l'ordre. Ça n'a même pas fait 3 minutes, la police était déjà là. C'est comme si quelqu'un les avait déjà prévenus auparavant que ça devait se passer comme ça. Confiants, les gars du quartier ont essayé de menacer aussi à leur façon en évitant que le pire se produise. Que vous ne pouvez pas venir faire ça ici. Embolo, c'est le fils du Cameroun et il est natif de Dakar. S'il s'est arrivé qu'il a marqué un but contre le Cameroun, il ne faisait que son travail. Justement, Brel Embolo, d'après ses proches, est un amoureux de son pays et n'hésite pas de venir se ressourcer de temps en temps ici au domicile de son feu grand-père. Sa dernière visite remonterait d'ailleurs à 2020. La famille vit désormais la peur dans le ventre, habitée par la crainte d'un retour inopiné des assaillants. Mais la police monte la garde, de jour comme de nuit. Eh bien, quand on parle de football, l'une des vertus du football, c'est
le fair play. On se souvient dans les années 2000, Etame Mayer, l'un des grands joueurs de l'histoire du football camerounais, il est équato-guinéen. Tout à fait. D'origine, né en Espagne, mais il a quand même joué avec les nationaux. Il a marqué des buts pour le compte du Cameroun. C'est avoir un peu la mémoire courte, non? Lorsque un Camerounais joue à l'étranger et on le rencontre. Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2000. Lorsque on sort le classement du Ballon d'Or 2000, il y avait 5 Camerounais, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et Etame Mayer était quatrième. Vous êtes en 2000. Je vous ramène au samedi 25 juin 2022, donc ça fait pas longtemps, à partir de 21h, au stade de Beauvais. Le Cameroun a été retenu comme sparring partners de l'équipe nationale de football féminin de France dans le cadre de la préparation de l'Euro 2022. Et une certaine Mbok Bati Grich a marqué à la 37e minute contre le Cameroun. Qui s'est souvenu de ce que cette jeune dame-là était camerounaise? Elle a même été reçue par le président de la Fédération camerounaise de football quelques mois après ce match. Donc non, nous sommes un pays de footeux, nous sommes habitués à cela. Il y a une éducation, oui, tout à fait. Le fair play, c'est ça le fair play. C'est ça le fair play. Vous voulez donc dire que les gens qui ont la mâchoire souvent tordue par Francis Ngannou, dans la vie réelle, les gens devaient marcher avec le gourdin pour essayer de prendre la revanche sur lui. Non, non, c'est un sport. C'est vrai que au-delà du jeu, l'enjeu est tellement fort. Donc c'est à nous qui avons la possibilité de regarder cela froidement, d'exhorter les plus jeunes à considérer que c'est du sport. Et malheureusement, le quartier Dakar, c'est un quartier où ça chauffe énormément. Nous ne sommes pas allés au mondial en 2006 en Allemagne du fait de ce que Womelen avait raté son pénalty. Et puis il devait être dans le même quartier. Les gens avaient menacé d'aller en découdre avec la famille ou alors ses actifs immobiliers qu'il a de ce côté-là. Je crois que non. Les gens de ce côté-là, donc, à charge au ministère, à l'INJS, parce qu'il y a des spécialistes de l'animation socio-sportive là-bas, de faire le déplacement là-bas et de faire peut-être même de façon ouverte comme ça, on organise pour ces jeunes-là. Je vois que chaque fois, ça revient du jour de ce quartier-là. Donc il faudrait qu'ils soient un peu plus fair play, parce que cela a touché pas seulement eux, mais tous les Camerounais, même ceux qui sont là-bas. L'échec a touché tous les Camerounais et quand on tombe, on se relève en y tirant des leçons, puisque la compétition n'est pas terminée avec Junior Ossin. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons de revisiter les participations des Lions aux phases finales des Coupes du Monde. Nous sommes rendus à la 8e participation. Eh bien, pour sortir sur cette thématique des Lions indomptables, demain le Cameroun va livrer son prochain match dans cette compétition. Quels sont vos pronostics ? Là, pas de pronostic, là, puisque c'est le cœur qui va parler. Mon souhait, c'est que en tout cas, si le Cameroun veut rester dans la compétition, c'est une victoire. Rien à faire, parce que ce n'est pas Vinicius Junior et tout ce que j'ai vu au Brésil que nous irons laminer par 2 ou 3 buts à 0. Ce n'est pas possible. Le canon va parler face au Brésil. Les seules fois où nous avons eu à battre le Brésil, même, ce n'était pas en Coupe du Monde. Ce n'était pas en Coupe du Monde. En 1994, face au Brésil, on a pris 3 buts à 0. Et chez eux encore, en 2014, on a pris, je crois, 4 buts à 1. Mativabe marqué notre seul but de la campagne. Et depuis lors, les autres fois, on les a battus. C'était en confédération. Et puis, c'était un niveau moindre. Parce que quand on a joué en 2000, là, c'était devant des jeunes enfants. C'était pas devant des grands-parents. Donc, autrement dit, le Brésil, pour espérer aller négocier un nul là-bas, il faudrait déjà que le match de demain soit gagné par les Camerounais. Et nous avons les moyens. Je ne suis pas un coach, mais je fais partie des 25 millions de coachs. Dans le classement FIFA, le Cameroun est le pays le moins placé dans cette poule, que ce soit la Serbie, la Suisse ou le Brésil. On va dire impossible n'est pas camerounais. Si on a pu battre les Algériens pour se qualifier à quelques secondes de la fin, on peut aussi espérer que le miracle peut-être se produise. Non, l'Algérie ne nous a jamais causé quelques soucis, hein, que ce soit en Cannes ou n'importe où. L'Algérie, ça n'a jamais été la bête noire du Cameroun. Je parle de la phase des qualifications pour la Coupe du Monde. On était quand même sur du fil, fil du rasoir à la dernière minute. Mais en fait, il fallait que ça traîne comme ça pour avoir la saveur que tout le monde a eu à partager à la fin. Mais le classement que vous évoquez actuellement, ça ne tient plus. Ça s'appelle comment? L'Arabie Saoudite et
100 milliardième derrière l'Allemagne. Derrière l'Argentine. Ça n'a pas empêché que l'Arabie Saoudite. Nous sommes en phase finale. Donc, il n'y a pas un décret qui a été pris, Monica. Il n'y a pas une résolution des Nations Unies qui a été prise pour sélectionner les 32 nations qui sont allées là-bas. En dehors du Qatar, qui est pays organisateur, donc qui a obtenu sa qualification presque sur tapis vert. Les 31 formations qui sont arrivées ont dû cravacher dur pour arriver là-bas. Donc là-bas, on peut battre n'importe qui. Le Japon, qui peut imaginer que le Japon pouvait faire plier les Chines à la Mannschaft, qui a déjà, je crois, qui a déjà au moins 3 trophées à la maison. Donc, je conclus dessus pour dire que... Jean-Marie Biada, très souvent on dit, c'est quand on n'entend pas les lions qu'ils rugissent. Et Thomas Guidjol, un ancien attaquant du Cameroun, a dit, c'est lorsqu'on n'entend vraiment pas les lions. Il ne faut pas être étonné que demain, le Cameroun remporte la partie. Non, là maintenant, nous les attendons, rien à faire. Puisque la première partie, nous avons perdu. Nous avions 3 chances pour nous qualifier. La victoire était très attendue, on ne l'a pas eu. Donc on avait 3 chances sur 3 pour gagner. On a perdu une des chances, ça reste maintenant 2 sur 3. Donc pour les deux, pour avoir les 66%, il faudrait déjà gagner le match de demain. Et ça, c'est possible. Pourquoi est-ce que... et si on ne gagne pas, vous serez surpris si on ne gagne pas cette rencontre de demain? Si on ne gagne pas, à mon sens, ce serait dû au classement. C'est-à-dire quoi? Aboubakar Vincent, c'est un finisseur, c'est un renard de surface. Il a certes vieilli, mais c'est un lion. Un lion, même vieux, s'il n'a pas les dentitions pour faire quelque chose, les griffes sont là. Il reste un lion. Les griffes sont là. Et il nous a montré ça tout récemment lors de notre CAN tenu ici, du 9 janvier au 6 février 2022, la 21e édition. Quand on revient donc, si on met Aboubakar Vincent et Choupo-Moting, on peut faire jouer les jeux, ce n'est pas interdit. Mais Roger Mila était sur l'air de jeu et Oman Biik. Attends, pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que si on fait entrer Choupo, on doit forcément faire sortir Aboubakar? Et en passant, si on fait donc sortir tout ce moment, les 26 qu'on a fait venir la servent donc à quoi? C'est l'occasion plus que jamais pour nous, Monica, de mettre les deux là. Si les deux sont sur l'air de jeu, le petit Mbemo, il n'a pas encore trop l'esprit lion. On me met un monsieur comme Moumi Ngamaleu. Ngamaleu a l'esprit lion. Ngamaleu bouscule. Donc on met Moumi Ngamaleu, on met Aboubakar Vincent, on met Choupo. Ça, c'est mon classement. Katoko et Kambi. Katoko et Kambi, bon, s'il n'a pas de la place au milieu, il peut rentrer. Il peut rentrer après. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir titularisé au banc de tous, Laurent Blanc ne l'a pas beaucoup utilisé. Il est un peu en manque de compétition dans les jambes. Donc, je le dis comme ça, comme je le sens. On me met Aboubakar Vincent, qui est un finisseur né. Choupo-Moting, qui marche sur l'eau actuellement. Donc, Choupo-Moting, quand il rentre, s'il n'a pas la pression, il est convaincu qu'il va jouer ses 90 minutes avec les arrêts de jeu maintenant lors de 9 minutes ou bien 12 minutes, même on en a vu. Ça, il sait qu'il a 100 minutes. En 100 minutes, je suis convaincu que Choupo-Moting va faire trembler les filets. On va sortir et enfin, on s'arrange maintenant à bloquer dans le derrière. Il ne faudrait pas que Choupo marque devant et puis un Moulova se crée derrière. Il y a beaucoup de choses à résoudre au niveau de la défense. Vous donnez raison à ceux qui pensent que tous les Camerounais sont des coachs de football. C'est tant mieux pour le Cameroun. C'est une ressource qu'on peut explorer. Ça fait quand même 32 ans. La dernière fois où on a traversé une phase de poule, c'était depuis 1990. Et depuis 1984, Blaise Joseph Antoine crie, il appelle à ce qu'on prenne une autre direction, que le football camerounais va mal. Et il reste parmi les plus pessimistes à cette phase de finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Vous lui donnez raison. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on traverse au moins la phase de poule? Ça fait quand même longtemps. C'est ce que j'ai commencé à dire, Monica, ici en matière de fixation d'objectifs. Objectif smart, objectif malin ou objectif valide. On devrait simplement se dire, bon, ça fait 32 ans, nous ne sommes plus jamais allés au deuxième tour. L'objectif devrait donc être aller au deuxième tour. Ce qui fait donc que si nous nous retrouvons au 3e tour, au 4e tour, mais c'est tout bénef, il n'y a pas de problème. Donc l'objectif doit être de dire, allons au 2e tour. Et pour aller au 2e tour, c'est une victoire face à la Serbie et on négocie un match nul face au Brésil. Si on ne passe pas par là, je suis convaincu que même un nul face à la Serbie nous mettrait dans une position pratiquement, même pas d'outsider, c'est-à-dire on sera dans la possibilité, dans la posture d'un non partant. Okay. Je ne suis pas un adepte des jeux de hasard, mais si on fait un nul face à la Serbie, vraiment, notre mondial qatari aura ressemblé aux deux précédents. C'est-à-dire, 2010, nous sommes sortis au premier tour, 0 pour Makwa. 2014, nous sommes sortis également au premier tour, 0 pour Makwa. Et à date, nous sommes encore à 0 points maintenant. Ayons des ambitions réalistes, pas des rêveries.
Alors, nous allons sortir de la thématique du football pour nous intéresser à quelques faits de société qui ont marqué cette semaine. Vous vous souvenez, en début de semaine, 4 enfants ont perdu la vie après la consommation du poisson pêché dans une eau de cette localité, c'est à Bokito. Et dans la même semaine, une femme est accusée d'infanticide, c'est à Mbanga. Elle aurait jeté son enfant dans un puits qui, selon des témoignages, était une barrière pour elle, qui l'empêchait d'aller à l'Hexagone, à l'étranger, se chercher, comme on dit trivialement au Cameroun. Je vous propose ces 2 reportages, nous revenons derrière pour quelques commentaires. Ici en image, une voiture de la brigade de terre de Mbanga à vive allure pour une intervention au quartier 2 de la ville de Mbanga. Sur les lieux, les cris et les pleurs de cette sexagénaire témoignent à suffisance son désarroi. Le corps de son petit-fils vient d'être retrouvé dans un puits. L'auteur présumé de ce crime odieux, cette jeune fille de 22 ans que voici, désireuse d'aller en Europe, selon les témoignages, le bébé représentait alors pour elle un fardeau dont elle a voulu se débarrasser. Notre société n'admet pas les crimes. Une femme qui a porté l'enfant 9 mois, garder l'enfant 2 ans encore, se permet de tuer l'enfant pour aller jeter dans le puits. Elle mérite que la peine de mort. On a donné une peine à long terme, on la condamne, ça n'a pas été fini comme ça, qu'on a décidé de tuer l'enfant. On la condamne aussi à vie. Elle passe toute la carrière en prison. Arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à quitter la ville, la jeune demoiselle se trouve actuellement à la brigade de terre de Mbanga. Elle sera présentée au procureur de la République afin de répondre de ses actes. Je ne sais pas comment je peux commencer à vous raconter l'histoire. Le moindre mot réveille la consternation de la mère. Elle est génitrice de 3 des 4 enfants décédés mercredi dernier dans des circonstances troublantes. À l'origine de ce coup de malheur pluriel, la consommation d'un butin de pêche ramené par l'aîné. Son compagnon de pêche, le voici retrouvé dans son établissement à l'école publique de Bakwa 2. 4 filles là étaient 2. On s'est partagé 3-3. On s'est séparés. Non loin de l'école, nous découvrons la rivière, lieu de prédilection de leur partie de pêche, au bout d'une piste tortueuse. La rivière Ombano que voici est un véritable abri de poissons. L'activité de pêche occupe les enfants du coin après chaque sortie de classe. Les 2 écoliers pêcheurs avaient donc l'habitude. Le jeune Lionel Yombi va faire de sa part un repas de famille. C'est une fois au lit que les douleurs vont commencer. Il est 21h ce mercredi-là. Le grand-père est alerté par un cri strident. Un cri d'alarme. Ça c'est la maison de qui j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je suis entré dans la chambre et j'ai trouvé qu'il était en train de baver. Il va mourir 1 heure après. Les autres 3 enfants décèdent tour à tour entre 22h et 5h. Le chien consommateur des arrêts aussi. La seule rescapée, c'est Blanche, amenée d'urgence au centre médical d'arrondissement de Bokito. Elle était dans un état atterré, très fatiguée et elle présentait des signes de déshydratation sévère et nous avons conclu premièrement à une intoxication alimentaire dont nous l'avons hyperhydratée. On aurait donc pu sauver les enfants si on les amenait vite à l'hôpital. Car mon grand-père a dit que lui ne peut pas accepter qu'on nous amène à l'hôpital. Lui, sa maison restait comme ça là avec les morts. Papa a dit que lui n'a pas l'argent pour qu'on l'amène à l'hôpital. C'est là où ils sont restés là-bas. La moto est venue 2 fois, s'est retournée. C'est après beaucoup d'insistance et même par entêtement que la petite Blanche a été conduite à l'hôpital. Je crois que c'est le plan de Dieu qui a envoyé ce frère-là qui est arrivé aux environs de 3 heures. Et c'est lui qui donne un peu la pression. Il dit qu'on amène ses enfants à l'hôpital. Celui-ci, le petit Mbeke, réputé têtu, a échappé de justesse par caprice. On lui aurait dit, au moment du service, de prendre moins de plantain. Il a donc décidé de bouder. Donc tu n'as pas mangé le poisson? Oui.
Juste parce qu'on t'a dit que tu as pris trop de plantain. Oui. Sur ces morts pèsent des soupçons de règlement de compte. Le père de 3 des 4 enfants serait en prison condamné à 20 ans pour meurtre. Il avait assassiné son cousin, dit-on. Qui aurait donc vengé le cousin? A-t-on empoisonné le poisson parce que l'autre partie du butin mangé dans une autre famille n'a fait du mal à personne? Je suis rentré et préparé ma part et manger mon grand frère. Ma grande soeur. Ce que l'on sait, c'est que l'huile utilisée pour la cuisson a été demandée chez la voisine. Elle m'a d'abord dit que l'huile était finie. Et puis elle a été à loin. Elle a envoyé son enfant que va l'appeler. Parce qu'elle m'a mis l'huile maillot dans le combo. Aussi, les enfants auraient laissé la marmite au feu pour quelques moments devant la télé. Une dernière catégorie pense à une affaire purement mystique. C'est une histoire mystique. C'est mystique. Pour le moment, nous continuons à faire des recherches. Nous avons saisi les notables et nous-mêmes, parce que moi, ça me fait mal. Les deux familles sont en conflit. La partie paternelle a souhaité que l'on procède à l'enterrement, alors que la famille maternelle veut voir clair. Pour le moment, les corps sont à la morgue de Kiki et les enquêtes se poursuivent. Une histoire rocambolesque, les deux histoires qui se suivent. D'abord l'infanticide à Mbanga et ces 3 enfants qui perdent de la vie dans des conditions non encore élucidées. Vous l'avez regardé, Jean-Marie Biada, en tant que parent, observateur de la société. Quel commentaire? Je commence d'abord par l'infanticide de Mbanga. Je peux soupçonner qu'elle doit regarder beaucoup de séries. Parce qu'en fait... si ça n'avait pas été le cas, parce que 22 ans quand même, pour le cas du Cameroun, la majorité commerciale, elle est de 18 ans, la majorité électorale, elle est de 20 ans, et la majorité civile est de 21 ans. Donc elle est majeure, donc responsable de ses propres actes. De deux, si elle était passablement cultivée, elle sait très bien que dans la hiérarchie des infractions, vous avez à la base la contravention, ensuite le délit, mais le crime c'est au sommet. Donc elle... n'aurait pas pris sur elle de poser un acte qui est tel que même si elle fuit, on va la chercher pendant 10, 15, 20 ans. Alors, l'enfant l'empêche d'aller en aventure. Et pour cela, elle préfère plutôt commettre un crime pour ouvrir la voie qui l'amène en aventure, alors qu'elle a fermé définitivement cette voie. La seule voie qui se dresse devant elle maintenant, c'est la voie qui l'amène soit à l'université de Yaoundé. Ça se voit qu'elle avait de la famille quand même, elle avait de la famille. On voit les grands-parents qui sont tout épleurés, elle aurait pu même la laisser chez... Elle n'avait même pas besoin de cela, elle fuyait, elle partait seulement. Elle pouvait partir seulement, et l'enfant va tourner là, et après on dit, ah oui, c'est papi, ou bien c'est elle, leur maison c'est là-bas, allez voir sa grand-mère aussi. Elle pouvait fuir, elle est partie. Il y a des femmes qui accouchent souvent à l'hôpital, fuient et abandonnent l'enfant là-bas. Beaucoup de cas ici, ou alors des orphelinats recueillent ces enfants-là. Donc elle aurait pu également le faire et son enfant deviendrait un cas social. Et pour le cas du Cameroun, depuis les années 60, nous avons tout un ministère chargé des affaires sociales. Son enfant devait donc devenir un cas social. Et c'est la société, à travers le ministère donc, que j'ai indiqué, qui devait s'en occuper. Le deuxième cas maintenant, très triste. Et heureusement que votre analyste, votre reporter allait très loin, parce que j'étais en train de me demander si ce n'était pas une opération de pêche qui s'était réalisée en toute illégalité, en faisant appel à des substances interdites, telles que le cyanure. Parce que dans un passé très lointain, en Afrique, on utilisait parfois cette substance mortifère pour pouvoir... Vous imaginez combien l'appât du gain peut pousser les gens, Monica, à poser autant d'actes. Donc j'ai pensé à ça. Heureusement que votre reporter allait très en profondeur et il y a donc des senteurs de règlement de compte derrière cette opération. Quelqu'un qui aurait tué un frère qui fait 20 ans de prison. Si cela est avéré, on dit très souvent, les parents mangent, il y a un fruit qui est difficile à croquer, le nom m'échappe tout de suite, les parents mangent, ce sont les enfants qui ressentent la douleur dans les dents. Donc comme quoi, tout le mal qu'on peut faire, un peu comme le dit la Bible, je punis l'iniquité jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc parfois, vous êtes de la 3e génération d'un monsieur qui était un grand meurtrier, vous engagez quelque chose, ça ne marche pas. Revient. Les parents mangent les raisins, ce sont les enfants qui souffrent du mal dedans. Tout à fait, donc malheureusement c'est le cas ici, mais
on aurait pu, exhortons plutôt cela. La seule vengeance, ce n'est pas forcément en posant un acte criminel. La vengeance, parfois, c'est de réussir là où les gens croyaient que vous n'alliez pas réussir. Et je conclus, puisque nous sommes dans le sport. Madame Bango veut aller aux Jeux Olympiques et personne ne la suit de très près. Elle prend sa petite sœur, et c'est sa petite sœur qui est son coach, alors qu'elle n'a pas été formée à cela. Elle devient donc le coach de la coach. Elle dit à sa petite sœur, fais ceci. La petite sœur fait ça sur elle. Elle va, malgré les conditions pleine de tribulations, malgré les conditions difficiles, elle parvient à remporter devant les plus... Natacha Navratilova, qu'elle battait tout le temps, elle a battu aux Jeux Olympiques, elle va faire un enfant, elle revient encore, personne ne la suit, elle va encore remporter la médaille d'or. Je crois que c'est la meilleure des façons de pouvoir répondre à ceux qui vous ont suffisamment blessé. C'est le cas de plusieurs héros camerounais en matière de sport. On ne va pas citer Francis Ngannou, nous savons tous comment il est arrivé en France pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, nous parlons à présent de ce projet de loi de finances qui a été déposé sur la table des députés jeudi dernier. 6 345,1 milliards de francs CFA, l'enveloppe globale du budget équilibré en recettes et en emplois pour le compte de l'exercice 2022. C'est ce qui ressort justement de ce projet de loi de finances, je disais tantôt, qui a été déposé à l'Assemblée nationale, des chiffres en hausse de 264,7 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Reportage de Janice Kamga. Officiellement, l'Assemblée nationale n'a pas encore reçu le projet de loi de finances 2023, mais sur les réseaux ce 21 novembre, un document de 60 pages estampillé comme tel et abondamment partagé suscite une vague de consternation. On pourrait penser que c'est une manière, c'est un ballon d'essai pour sonder l'opinion. Qui sait? Selon le document, il pourrait y avoir augmentation des taxes et impôts. Le timbre fiscal, par exemple, pourrait passer de 1000 francs à 1500 francs CFA. La taxe sur l'impôt concernant le riz va également augmenter de 10 à 15%. On est là en train de s'acheminer inexorablement vers la vie chère qui sera exceptionnellement accentuée. Si les analystes s'accordent à dire qu'il faut l'accueillir avec beaucoup de réserve, cette fuite rappelle des scénarios bien connus au Parlement. On se souvient encore du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu l'an dernier, où il y a eu un passage en force du document de programmation économique du gouvernement. C'est vers la fin de la session parlementaire que vous allez constater que le projet va être finalement déposé et ça va être adopté. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. D'ailleurs, à l'ouverture de cette session budgétaire il y a une dizaine de jours, le député Joshua aussi décriait déjà la coutume au non-respect des délais de dépôt des textes. Nous avons lancé la session, mais malheureusement, nous n'avons pas reçu la loi de finances que nous aurions dû recevoir 15 jours avant pour pouvoir la partager avec nos concitoyens. Jusqu'ici, le document n'a pas été authentifié. Nous contactons donc quelques députés afin d'en savoir plus et les réponses vont quasiment dans le même sens. N'ayant pas encore reçu le projet de loi de finances de l'exercice 2023, je ne peux vraiment pas en parler. S'il s'avère que le document en circulation est authentique, les Camerounais devraient donc faire face à une charge fiscale plus importante, malgré des conditions de vie déjà difficiles. Les recettes fiscales vont augmenter selon ce projet de loi de finances. Les recettes pétrolières, les recettes non fiscales, les recettes douanières également. Jean-Marie Biada, vous qui êtes fiscaliste, est-ce que vous comprenez les Camerounais qui voient en 2023 se dessiner le spectre d'une vie encore plus chère? Oui, en réalité, malheureusement, parce qu'en fait, je commence par l'État. L'État est propriétaire d'un portefeuille de services dont il est prestataire. Quand je veux légaliser un document, par exemple, je ne peux pas aller dans une administration privée. Je vais chez l'État et toute demande là-bas, je dois poser dessus le timbre. Donc le timbre fiscal, lui, tel que nous avons lu dans le projet de texte, il va connaître une augmentation de 50%, donc passant de 1000 francs à 1500 francs. C'est vrai qu'en 2020 déjà, ça avait été le cas pour le timbre communal qui était passé de 200 francs à 600 francs. Le certificat de propriété, généralement quand nous le sollicitions, il coûtait 3000 francs. Tel que nous avons lu dans le document, il transparaît clairement qu'il va être multiplié pratiquement par 8.
Sinon, oui, 8,5, donc de 3 000 francs à 25 000 francs. Donc ça, c'est une réalité. Sans que le pouvoir d'achat des Camerounais ne s'améliore pour autant. Et là, maintenant, j'exhorte plutôt le gouvernement à faire montre de souverainisme, comme ça a été le cas depuis très longtemps, en matière de tout ce que je vais appeler les produits hydrocarbonés raffinés. Chaque fois, on a souvent demandé au gouvernement d'augmenter les prix. Le gaz, par exemple. Si le gouvernement ne fait rien, le 12,5 kg, c'est-à-dire, 12 kg 500 grammes, qui coûte 6 500 francs. Si l'État ne fait rien, gaz domestique, ça va augmenter. Le carburant à la pompe, quand nous donnons nos 10 000 francs par exemple, on a 17 litres 9 centilitres. Donc si le gouvernement ne fait rien, ça va augmenter. Là j'ai parlé du gaz domestique, j'ai parlé du carburant, je vais parler du gazoil également, parce que si l'État ne fait rien, l'État ne fait pas seulement dans l'hydroélectricité. Donc pour nous donner l'électricité comme ici en studio ou partout ailleurs, l'État utilise l'énergie qui sort de l'eau, mais l'État utilise également la thermoélectricité qui essentiellement est alimentée par le gazoil et le fioul lourd. Donc si l'État ne fait rien, même les factures que nous aurons à payer vont forcément, à défaut d'augmenter, nous serons obligés de nous exposer à ce qu'on va appeler le rationnement d'énergie électrique. Donc 2023, tel que je la vois venir, pour moi je dois plutôt exhorter l'État à se battre pour bloquer certains prix à la pompe. Je reste là-dessus, mais pour ce qui est par exemple de ce qu'il a appelé lui-même l'import substitution, oui, le gouvernement a, dans ce projet de loi, pris une mesure que moi j'encourage. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui veulent faire dans l'import substitution, qu'est-ce que c'est? Localement, nous importons 400 000 tonnes de poissons à l'année parce qu'en fait, nous ne parvenons pas à en produire 100 000, 200 000 ou 300 000 parce que si nous le faisions, les besoins au niveau de la nation étant de l'ordre de 500 000, si nous produisons par exemple 200 000, mais 200 000 c'est excessif, 50 000 seulement, les besoins seront donc réduits de 50 000. L'année qui suit, de 50 000 et le on va résorber donc ce déficit-là en matière de ressources halieutiques. Donc le gouvernement dit que tous ceux qui interviennent dans le secteur sont exemptés du paiement de la TVA. Tout ce qui est fiscalité de porte, c'est-à-dire j'importe des lignes, je dois payer les droits de douane au niveau du port, je suis exempté également. Donc c'est une bonne chose pour ce qui est de l'encouragement de la politique d'import-substitution. Par ces mesures d'exemption de paiement des droits et de taxes, là, à mon sens, c'est une façon très concrète du gouvernement de pouvoir encourager les gens à aller dans la production des ressources halieutiques. Mais quand je sors de là maintenant, il y a le riz, oui, la refiscalisation de certaines denrées de première nécessité qui avaient été défiscalisées depuis 2008. Je crois que le gouvernement n'est pas allé très loin parce qu'en fait, on est à 10%. Prenons le cas du thème, on est passé à 50%. Le transfert, la TTA, taxe sur le transfert d'argent que le gouvernement a institué l'année dernière, qui a eu cours en 2022, le gouvernement n'est pas revenu dessus, donc on est resté à 0,2% au dépôt et 0,2% au retrait. Parce que la nature fiscale de cet impôt-là change. Selon que ce soit le dépôt, ça va être une taxe sur la consommation. Au retrait, ça devient plutôt une taxe sur le revenu. Donc, quand je balaie le projet de loi, oui, c'est certain. Et je peux justifier aussi ça. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement est sous programme depuis juin 2017 avec le Fonds monétaire international. Et quand vous êtes donc déjà sous programme avec eux, vous ne pouvez plus définir et mener en toute autonomie à 100% votre politique économique. C'est la raison pour laquelle certaines décisions, quoique douloureuses, sont prises par le gouvernement. Et je conclue là-dessus en disant, pour qu'on retourne véritablement à notre autonomie en matière de gestion de notre politique monétaire, il faut forcément que nous mettions l'accent sur la production. Parce que si nous produisons davantage, nous serons plus obligés d'aller importer les denrées de première nécessité qui, malheureusement, nous fait importer l'inflation qui, actuellement, nous menace énormément sur le marché et réduit le panier de la ménagère en même temps que ça réduit le pouvoir d'achat des Camerounais. C'est entendu, Jean-Marie Biada, le renchérissement de la vie reste l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les pays à travers le monde qui suffoquent en ce moment même à cause de cette crise russo-ukrainienne. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous vous disons merci d'être restés des nôtres de bout en bout. Nous disons davantage merci à Jean-Marie Biada, expert certifié ONU pour le développement industriel, fiscaliste, enseignant et surtout fan de football. Vous l'avez compris, Jean-Marie Biada, merci d'être venu sur notre plateau. Merci Monique. Et
je marque mon engagement à répondre à première demande à la prochaine invitation à passer dans votre émission. Merci beaucoup. Votre fidélité, votre disponibilité nous touche particulièrement au cœur, mesdames, messieurs. Dimanche prochain sera notre rendez-vous de la rétrospective de l'information. Je vous donne rendez-vous demain à 13h dans le cadre du journal bilingue de la mi-journée en compagnie d'Henrique Djanratembe. Mais n'oubliez pas la rediffusion de ce programme, ce sera à 9h lundi. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Portez-vous bien et à bientôt.